Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Les réseaux sociaux sonnent-ils le glas de l'amour? Le diagnostic à partir de 12h55 de l'auteur de l'âme sœur à Tinder, un essai de l'écrivaine Eliette Abekassi, un an après son roman Instagrammable, paru chez Grasset. Mais d'abord, une pièce sur la vie et la mort entre Ken Loach et Tchekhov, un théâtre à la fois social, naturaliste et intime. Artiste associé au Théâtre de l'Odéon et directeur adjoint du National Theatre à Londres, le metteur en scène britannique Alexander Zeldin est mon premier invité ce jeudi à l'occasion de la présentation de Une mort dans la famille à l'Odéon, au Théâtre de l'Odéon, du 2 février au 20, puis en tournée dans toute la France. Bienvenue à vous autour de votre grande table. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Une mort dans la famille avec Marie-Christine Barrault dans le rôle de la grand-mère, une pièce en 3 actes qui reprend la structure du livre éponyme du romancier américain James Agee, prix Pulitzer à sa sortie en 57 extraits. Bref, je n'y retourne pas. Quoi? Ah non, pas moi, j'ai dit que ça n'allait pas, je ne vais pas supporter ça, appelez-moi un taxi, merci beaucoup, et je m'en vais, oui, c'est ce que j'ai dit, oui, appelez-moi un taxi, je m'en vais. Mamie, t'es partie, tu peux pas faire ça, genre, tu vas revenir ici, désolé, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien, je veux dire, évidemment tu peux, mais c'est genre, peut-être t'as énormément stressé quand tu vivais ici, hein. Et tu sais, c'est pas bon le stress, tu Ah vois. non, mais moi je reste pas là-bas, hein, j'y retourne pas, ça je peux te le dire. Ah. Ouais, non, d'accord. Et bonjour Alexander Zeldin. Bonjour. C'est vrai, c'est pas bon le stress, hein? Non, surtout pas. Vous n'êtes pas du genre à stresser. Vous savez, j'alterne entre le calme total et le stress absolu. Je suis pas quelqu'un de mitigé. Ah, c'est vrai, vous passez de l'un à l'autre. Bon. Oui. Et qu'est-ce qui peut vous faire vriller, passer du côté obscur et vers Ah oui, l'angoisse c'est totale? je sais pas, je crois que c'est très peu de choses probablement. Non, j'espère que pas très peu de choses. Dans cette période à laquelle nous sommes, on doit apprendre à prendre sur soi des choses tout le temps. Des nouvelles sur le Covid qui retardent les représentations, des nouvelles sur les changements, sur des choses qu'on pensait inimaginables il y a déjà 2 ans maintenant, qui sont devenues quotidiennes. Et donc, d'une certaine façon, on a besoin de l'effort pour être calme et encore plus grand. On devient des maîtres zen à force, hein? Je Oui, sais c'est pas. ça. Alexander Je sais Zeldin. pas. Je parlais de cette construction en 3 actes que vous avez reprise au roman Une mort dans la famille de James Agee. Ah non, ça, j'ai pas repris du roman, Non. c'est juste le titre. Oui, et l'idée quand même aussi. Bah, écoutez, pas vraiment. Je crois que l'idée de ce roman parle un peu d'autre chose d'ailleurs. Mais c'est ce titre, Une mort dans la famille, je l'ai dans ma tête depuis un moment parce que je pense qu'il est très clair, tout simplement. Et j'ai longuement hésité à lui mettre ce titre parce que je voulais pas qu'il fasse peur d'une certaine façon. Mais je crois qu'il est vrai, si vous voulez, parce que la pièce raconte tout simplement une histoire que... Vous voulez que je vous dise un peu de quoi ça S'il parle? vous plaît. Mais Alors, vous la en pièce prie. raconte quelque chose que j'ai vécu moi, si vous voulez. Donc, quand j'avais 15 ans, mon père est mort d'une longue maladie assez difficile. Et 1 an plus tard, ma grand-mère, qui habitait chez nous depuis peu de temps, et donc était mise en EHPAD. Et je me rappelle de ce départ vers l'EHPAD qui se passait, si vous voulez, dans l'écho de la mort du père qui venait d'arriver. La grand-mère se retrouve dans l'EHPAD et j'étais allé lui rendre visite, mais sans vraiment avoir la capacité de faire attention à elle, je me rappelle, encore affecté comme je l'étais par le deuil du père. Et donc j'ai voulu revenir à ce moment de cette fin de vie, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était une opportunité de raconter la mort, d'affronter cette chose qui est encore très taboue. Ça me semblait quelque chose d'important à dire aujourd'hui pour moi en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé ce travail. Et du coup, quel est le vrai sujet de la pièce? Est-ce que c'est la mort? Non, je crois que le vrai sujet de la pièce, c'est d'accepter, de voir que la mort et la vie sont la main dans l'autre. Et que dans ça, on peut finalement trouver le vrai sujet qui est la vie. Et comme toujours, je pense, dans toutes mes pièces, le vrai sujet, c'est l'amour. J'ai fait une pièce qui s'appelle Love, et je cherche finalement à raconter comment les choses, comment, si vous voulez,
refuser de regarder la mort, c'est aussi, d'une certaine façon, refuser de voir certaines choses sur la vie. Et c'est ça que j'essaye d'effronter dans ce texte. Et dans toutes les cultures théâtrales du monde, si vous voulez, la mort est très présente. Le théâtre est là aussi pour aider les gens à voir le monde invisible. Et ce monde invisible, ce monde de l'après, ce monde de... Parce que je sais pas, il n'y a pas d'après pour moi, mais l'après existe dans la mémoire que nous avons des autres. La façon dont, d'une certaine façon, les morts peuvent être plus vivants que les vivants, pour certains d'entre nous. Nos morts peuvent vivre plus que ceux qui nous entourent. Et je crois que ça, c'est une chose qui est très partagée. C'est une expérience qui nous réunit tous. Et donc, c'était le point de départ de mon nouveau travail. Donc, vous convoquez aussi vos morts pour cette pièce. Certainement, oui. Vous nous racontez comment les morts nous aident à vivre d'une certaine manière. Vous disiez la mort est très représentée au théâtre. La vieillesse l'est un peu moins. Pourquoi c'est si compliqué de représenter la vieillesse sur scène? Vous savez, Ce temps de la vie. Moi, je fais dans mon travail, je pense que si vous avez vu un peu mes pièces, j'essaye de... Je veux la vraie chaise, donc je veux la vraie personne, si vous voulez. Moi, je fais un travail qui est... Si vous voulez, je cherche dans mes pièces à convoquer des personnes de la société et des acteurs de très, très haut niveau ensemble, et de mettre, par exemple, sur scène dans ce spectacle, j'ai une femme de 93 ans qui joue dans ce spectacle, qui n'a jamais fait de théâtre. Le théâtre, pour moi, est un prétexte aussi à amener des gens ensemble qui ne se réuniraient pas autrement. Et donc, pourquoi la vieillesse est difficile à montrer sur scène? Je crois que comme elle est difficile à montrer partout, c'est qu'on ne veut pas la voir, surtout. On refuse de voir la vieillesse. On congédie nos vieux dans une partie de la société qui est cachée. Et ça, pour moi, c'est un leurre, parce que nous avons tous en nous, nous vivons tous avec des idées de différentes époques. Nous sommes tous vieux et jeunes. Quelqu'un peut avoir 20 ans et avoir des idées du 19e siècle, si vous voulez. On peut être très vieux d'une certaine façon. Tout comme une personne très âgée, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de Peter Brook, c'est quelqu'un qui a 96 ans, mais qui a une radicalité, une fraîcheur de pensée qui est tout à fait neuve. Nous devons changer les lunettes avec lesquelles nous regardons le monde, et y compris comment nous regardons les personnes âgées. Ça me semble, mais c'est pas mon projet. Je suis pas dans un projet sur la vieillesse. Je suis dans une histoire familiale dans laquelle la vieillesse est très présente, puisque dans ma propre vie, la vieillesse a été toujours très présente. Et je pense qu'elle l'est dans beaucoup de... C'est très universel pour le coup. C'est très universel. Mon père m'a eu à 55 ans. Il est mort quand j'avais 15 ans à 70. Ma mère, pareil, m'a eu à 45 ans. Donc j'ai toujours eu un rapport aux personnes âgées depuis mon jeune âge. Donc pour moi, c'est juste naturel. Je ne me pose pas la question d'une manière politique, si vous voulez. Vous avez vécu cette expérience du deuil, de l'absence, personnellement. Vous l'évoquez, Alexander Zaldin. Pour autant, vous ne parlez pas d'une pièce directement autobiographique. C'est des termes qui n'apportent rien. Vous savez, je pense que même les confessions de Rousseau, c'est pas totalement autobiographique, dans C'est la quoi, mesure alors? où, oui, c'est le terme précis, c'est paraisia, je crois, c'est le terme littéraire. Ça, on s'en fiche. Enfin, le terme, c'est l'idée de la réalité, comme structure, comme idée littéraire. Donc ça, l'autofiction que l'on passe par Duras, Saint-Augustin, Rousseau ou Annie Ernaux, ou le récit de vie, si vous voulez, c'est un genre qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, parce que je pense que Pinter a enlevé les histoires, Beckett a enlevé les personnages, et aujourd'hui, je cherche d'une certaine manière à enlever toute forme de fiction. Donc je cherche à me rapprocher de ce qui est complètement cru et vrai comme matière première pour mon théâtre. Et donc j'ai commencé de choses qui sont complètement de moi, si vous voulez, de ma famille, de personnes proches de moi. Et j'ai transgressé quelque chose en mettant ça en scène, je pense. Et dans cette transgression, dans cette indiscrétion, si vous voulez, il y a beaucoup de liberté. Et je crois que ça, c'est nécessaire aujourd'hui, parce que la fiction est devenue, les histoires simples qui racontent des histoires comme ça, c'est devenu un tel rencontre une telle ou un tel, tombe amoureux et vit le bonheur jusqu'à la fin du temps. On n'y croit plus. Je pense qu'on a besoin on cherche comment nous rapprocher de la vie, justement. Et donc le rôle de l'art, du théâtre, tout ça, change, et nécessairement. Et en même temps, cette pièce, elle arrive après une trilogie des inégalités. Est-ce que du coup, vous diriez que cette transgression arrive comme un contre-coup à cela? Oui, d'une certaine manière, dans la mesure où, si vous voulez, en écrivant cette trilogie qui s'intitule Les inégalités, Love, par exemple, c'est une pièce sur l'amour familial qui se passait dans un foyer de familles sans-abri. Faith, Hope and Charity, c'était une pièce sur la famille recomposée ou la communauté qui se passait dans un endroit où on servait la soupe pour les personnes qui n'avaient pas de quoi manger. Mais c'était aussi un endroit où on réunissait des étrangers. Donc c'était une pièce finalement sur le besoin de communauté et le besoin de famille. Alors, ce que j'ai cherché dans ce travail-là, c'est que j'ai voulu donc, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu partir d'une matière qui
qui était d'une certaine manière transgressif pour moi. Et j'ai voulu me mettre aussi moi à l'os autant que mes sujets, si vous voulez. Je pense que c'est nécessaire, ça. C'est d'avoir un regard infléchissant sur la vie, sur c'est notre travail en tant qu'auteur, c'est de regarder la vie avec autant d'intensité et de sincérité que possible. Et ça comporte aussi cet exercice-là en ce moment. C'était pour moi de regarder moi-même aussi d'une certaine façon comme ça. Mais c'est pas un récit autobiographique dans la mesure où, à partir de ça, j'ai écrit. Et aussi, j'ai écrit une histoire qui se passe en France. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je vous parlais de contre-coup, de prolongement par rapport Oui. à votre précédente trilogie. Vous avez dit, Annie Ernaux, Alexander Zeldin, ça tombe bien. J'ai 81 ans. Au fond, c'est parce qu'on croit vieillir. Ça a une grande simplicité. Moi, je suis frappée par la simplicité de vieillir et des choses qui changent et que j'avais pas prévues, qu'on ne prévoit pas, et qui est justement la mémoire et la perception du temps qui sont différentes. Il y a un changement perpétuel de regard sur son histoire, sur son passé, et par rapport au monde aussi, mais il n'y a pas de peur. Je n'ai pas de peur. J'ai de l'étonnement. Elle dit ne pas repartir, Annie Ernaux, de ses peurs aussi, mais plutôt de son étonnement, de son émerveillement presque sur le monde. Cette manière qu'elle a de transformer aussi le regard et la perspective qu'on peut avoir sur des sujets qui, a priori, nous inquiètent, comme la vieillesse, comme la mort. Vous l'évoquiez, Alexander Zeldin. En quoi elle vous inspire ? Ce qu'elle vient de dire, ce que vous avez proposé là, c'était beaucoup plus éloquent que je ne pourrais l'être. Et je pense que j'ai 36 ans, bon, bien entendu, elle a 81, je crois. Oui. Et en tout cas, dans cet extrait qui était voilà, dernier. Je ne sais pas maintenant. Ouais. Mais je pense que, si vous voulez, moi, j'ai trouvé avec le moi de 16 ans, quand j'avais 16 ans, Alex de 16 ans, j'ai trouvé un personnage assez intéressant. Mais c'est pas vraiment... Est-ce que c'est vraiment moi ? Non, bien sûr que non. Est-ce que elle, lorsqu'elle écrit ses livres, j'ai pas tout lu, j'en ai lu 2 ou 3, est-ce qu'elle écrit sur elle ? Vraiment non, c'est des personnages. C'est comme la fille dans Duras. C'est pas Marguerite Duras. Si vous voulez, le Jean-Jacques de Rousseau, c'est pas Jean-Jacques Rousseau. C'est Eugène O'Neill, pour moi, était presque plus important que d'autres auteurs, parce que je trouve que quand elle dit on change de regard sur les époques de notre vie, moi j'ai dû attendre 36 ans pour écrire sur quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Donc ça m'a pris 20 ans pour pouvoir... Maintenant, je n'ai pas l'impression de parler de moi d'une manière comme je parlerai de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai l'impression d'avoir une possibilité littéraire, artistique, pour raconter une histoire qui, je l'espère, sera beaucoup plus universelle, si vous voulez. Et vous allez puiser dans ces 20 années-là aussi, pour pouvoir, de cette expérience, pour pouvoir raconter aujourd'hui. Il avait quoi de différent, le Alex de vos 16 ans ? Je pense que comme beaucoup de... Il croyait en d'autres choses ? Oui, non, en fait, pas vraiment. Je crois que... Vous savez, c'est dur, parce que d'une certaine manière, je pense que ce que j'ai écrit là, c'est un personnage. C'est plus moi. Donc, mais quand quelqu'un dit « je suis un autre », ça veut bien dire que où est le jeu ? C'est une question très intéressante, mais en ce qui me concerne, je crois que le personnage que j'ai écrit, parce que je tiens à en parler comme un personnage, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est aveuglé par quelque chose qu'il ne comprend pas. Et ce quelque chose, c'est la mort. Et donc je crois que c'est un biais au travers duquel on peut aller, c'est un personnage à travers lequel on peut aller dans ce questionnement sur qu'est-ce que c'est le deuil, qu'est-ce que c'est d'affronter l'envie de vivre qui vient aussi de la mort. Parce que on parlait tout à l'heure avec Marie-Christine Barrault dans une autre émission que la mort a été un compagnonnage, si vous voulez. Ça a été une alliance aussi pour moi. Et pour beaucoup qui perdent des personnes proches d'elles, ces personnes peuvent devenir comme devenir un compagnon silencieux aussi. Et donc il y a énormément de différentes façons de voir la mort que tout simplement le deuil et la colère et le regret. Et d'une certaine façon, c'est ça l'apprentissage qui est possible dans la pièce, je pense. Est-ce qu'on cherche toute sa vie à appréhender plutôt ou à supporter la mort des autres ou à appréhender sa propre mort, Mais oui, si vous voulez, je me rappelle, j'avais entendu une fois un moine bouddhiste dire tout le travail, je suis prêt à mourir, et il souriait. Ça, je trouvais ça très riche quand j'ai vu ça une fois. Et donc, dans le Mahabharata, il y a quelque part écrit que la mort et la vie sont de la main dans la main. Et cette chose de dire ça, c'est peut-être une platitude, mais c'est
c'est extrêmement important de regarder des choses qui nous font peur. C'est dans l'endroit où on a peur, où on a mal, qu'il faut aller pour voir quelque chose qui peut nous permettre d'être un petit peu plus sincère. C'est ça le regard que j'admire chez certaines personnes. Donc, par exemple, l'œuvre de Karl Ove Knausgaard, le Norvégien qui a écrit cette grande œuvre autofictionnelle, qui s'appelle Ma lutte, Mein Kampf, comme le livre de Hitler, hein, mais qui n'a rien à voir, d'une certaine manière. Ça a été une grande influence pour moi, parce que aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de récits qui affrontent des choses qui nous rapprochent de la vie. Parce que beaucoup de choses nous éloignent. La manière dont nous vivons aujourd'hui, les médias, l'Internet, la confusion. Et donc, un travail artistique, c'est aussi de s'approcher ça a toujours été d'ailleurs, de s'approcher de quelque chose qu'on refuse de voir. Le théâtre veut dire lieu pour voir, après tout. Théatron. Qu'est-ce que vous avez appris durant vos années à leur côté avec Peter Brook et Marie-Hélène Estienne? Je viens juste écoutez, tellement de choses. Je pense que la manière la plus claire d'en parler, c'est de dire c'est le positionnement que l'on apprend. Peut-être par autre chose. Je me rappelle que lors des premières répétitions, j'ai voulu montrer que j'étais un bon assistant. Donc j'ai bougé une canne de bambou. Et Marie-Hélène Estienne m'a dit, assieds-toi, arrête de te montrer. Non, mais arrête de te montrer. Donc je me suis assis, je suis resté immobile 2 semaines. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu affaire pendant 2 semaines. Et puis un jour, ils ne sont pas venus en répétition. Et on m'a dit, c'est toi qui fais la mise en scène aujourd'hui avec l'autre assistant. Et nous avons eu cet exercice d'une certaine façon de nous dénuder de nos propres idées sur nous-mêmes pour voir ce qui restait. Et donc ce travail-là qui était un peu, si vous voulez, c'est le miracle de rentrer par la porte du côté. Parce que si on prend la chose comme c'est ça, faire le metteur en scène, on est tout de suite sur les premières idées. Et je crois aussi qu'une très profonde leçon que j'ai appris de Brook et de Estienne, c'est que finalement, il faut être touché pour pouvoir travailler. Il faut travailler à partir d'être touché ensemble, avec le groupe de personnes avec lesquelles nous sommes réunis pour faire un travail de théâtre. On a besoin d'être touché, d'être ouvert ensemble. C'est pas un travail cérébral, un travail... Les solutions n'aident pas au théâtre, elles bloquent. La recherche de solutions, c'est ce que nous demande la vie capitaliste, la vie dans notre vie quotidienne. Il faut que je trouve comment acheter un aspirateur, donc je vais aller chez Darty. Ça, c'est une solution. Au théâtre, ce qu'on cherche, c'est justement de ne pas faire ça. Et donc, paradoxalement, on doit arriver à un but puisqu'on doit faire un spectacle ou écrire une pièce. Mais donc, cette chose de se perdre, d'apprendre à se perdre, c'est affronter une peur aussi. La peur de l'échec. Et finalement, la peur de l'échec, c'est quelque part aussi la peur du néant et de la mort. Vous avez une démarche très singulière, Alexander Zeldin, une démarche qui est aussi ancrée par le réel. Et là encore, pour cette pièce, Une mort dans la famille, pour écrire, vous avez fait un long détour par le réel, à la rencontre des aides-soignants, des infirmières. Il y a un livre très dur qui paraît en ce moment en France, Les Fossoyeurs, sur les dérives lucratives de la gestion de la fin de vie. D'ailleurs, c'est marrant, vous parliez tout à l'heure d'EHPAD. À l'époque, on disait maison de retraite. Maintenant, il y a ces quelques lettres qui ont remplacé et caché, encore une fois, peut-être une autre réalité. Cette enquête, elle montre aussi la maltraitance que les personnes âgées peuvent subir dans ces maisons, à l'abri des regards. C'est aussi ce que vous avez vu, où vous êtes allé, vous, dans des lieux, et ça existe aussi, où la solidarité entre les générations, où l'attention était portée aux personnes âgées. Vous savez, je n'ai pas lu ce livre, parce que je pense qu'il vient juste de paraître. Et donc je ne souhaite pas le commenter, bien sûr, mais je crois que regardez la situation économique structurelle de notre société. Le coût de l'EHPAD est très élevé et la paye des aides-soignantes est très, très faible. La tâche qui leur est importée est énorme par rapport au temps qu'elles ont. C'est donc une intérimisation, si vous voulez, de la vie sociale des personnes âgées. C'est-à-dire de demander beaucoup aux parents et avoir peu de moyens mis à disposition. Il faut comprendre aussi que la privatisation, je parle d'un point de vue d'un Anglais, puisque je suis anglais. En Angleterre, je préfère répondre à votre question en parlant de l'Angleterre. En Angleterre, la privatisation du secteur du soin des personnes âgées existe depuis une dizaine d'années, plus une quinzaine d'années. Et ce qu'on a pu observer en Angleterre, c'est que la privatisation des soins médicaux, dans certains aspects du soin médicaux, ont créé des conditions où le profit passe avant le soin. Et ça, je pense que ça, c'est un résultat d'une réflexion où on essaye de porter aux frontières, au bord de notre société, les gens faibles.
que ce soit les vieux, que ce soit les migrants, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes handicapées. En Angleterre, notamment, la privatisation des soins pour les handicapés a été un scandale qui a causé des milliers de suicides. Je cite, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour ça que j'en parle dans mon autre trilogie, ce qui s'est passé, c'est que pour évaluer si une personne est handicapée, à un certain moment, le gouvernement conservateur qui est entré en 2010, dont l'idée principale politique a été tout simplement l'austérité, a été de dire, voilà, vous avez 15 minutes pour me prouver que vous n'avez pas besoin que vous avez besoin d'allocation. Si vous arrivez à marcher de A à B, on vous coupe vos allocs. On ne le dit pas aux gens, ils le font et on leur coupe leurs allocations. Pourquoi ? Parce que cette entreprise a pour objectif d'économiser un certain taux, un chiffre de taux, pour pouvoir avoir le contrat qu'elle a promis. Donc les incentives, les incentives, comme on dit en anglais, je ne sais pas ce que c'est le mot en français, sont nombreuses pour inciter les entreprises ou les personnes qui gèrent ce genre de choses à économiser, parce que c'est un marché compétitif. Et donc, nous vivons dans une société où les personnes faibles, la faiblesse est considérée comme un problème. Mais au contraire, ce qu'on peut voir comme une faiblesse est peut-être une grande richesse pour la société. Ça, c'est pareil. Le point de vue des personnes qui sont mises dans des situations de précarité, que ce soit physique ou sociale ou économique, l'enlever du centre de la parole, du centre de la question sociale, c'est tout simplement stupide. C'est aussi simple que ça. Et donc, bien entendu, il y a des abus dans les EHPAD, mais je ne fais pas un théâtre qui dénonce. Je ne suis pas un journaliste, je ne cherche pas à faire du documentaire. Tout au contraire. Je respecte profondément ce travail-là, mais ce n'est pas le mien. Le mien, c'est de chercher le cœur de ce qui est intime et ce qui résonne. Et dans ça, il y a un acte politique, évidemment. Mais je suis quelqu'un qui écrit des histoires. La morsure de la vie. Voilà, la morsure de la vie. Voilà. Faire un théâtre utile, quand même, parce que ce mot, plus que politique... Ah, ça, j'ai un truc à vous dire là-dessus. Oui. Non, vous l'acceptez pas ? Oui, vous pas totalement, je l'accepte. Ah si, par Mais contre, je l'accepte profondément, parce que je pense... Vous savez, je lisais l'autre jour, je viens de finir une biographie de John Keats, le poète romantique qui est mort en 1825, anglais, qui a écrit, par exemple, Ode to Autumn, c'est le sujet du film Bright Star de Jane Campion. Okay, donc c'est un poète du romantisme anglais, qui a toujours été considéré comme quelqu'un qui est dans les fleurs, pour faire court, quelqu'un qui écrivait sur la nature. Keats était une personne profondément politique, mais sa politique, si vous voulez, elle était ancrée dans l'idée de la sensation, dans l'idée de voir le monde autrement. L'enjeu du travail artistique, c'est de voir autrement et de ressentir la vie autrement et d'avoir une perspective autre sur les choses qui est vraie. C'est de rechercher, parce que Keats disait « Truth is beauty, beauty truth, that is all I know and all I need to know ». La beauté et la vérité, la beauté et la vérité et la beauté, c'est tout ce que vous devez savoir et ce que vous avez à savoir. Et la beauté peut être apparemment moche, apparemment triste, apparemment oubliée. Mais je pense que les étiquettes, les boîtes, les façons de voir simplistes limitent la nuance et la possibilité et limitent finalement le soin des autres, limitent finalement la capacité de voir en une personne que l'on considère différente de nous quelque chose qui nous unit. Et je pense que ça, c'est triste. Il faut aller chercher, creuser dans les mots. Hein. C'est ce que vous montriez aussi avec cette pièce Love. Grattons. I am determined to prove a villain and take the idle pleasures of these days. Attention. Ich habe Intrigen eingefädelt. Gefährliche Vorbereitung mit trunkenen Prophezeiungen, Rufmord und Traumdeutung, tödlichen Hass zwischen meinem Bruder Clarence. La création partant de pandémie, le virus qui ne reste pas aux portes des EHPAD, pas plus qu'aux portes des théâtres. Alors on le voit un peu partout, le Covid perturbe répétitions et représentations. Vous l'évoquiez à l'instant, Alexander Zeldin, pour votre pièce « À vous, une mort dans la famille », repoussée déjà une ou deux fois et qui débutera le 2 février au théâtre de l'Odéon. On croise les doigts. En Allemagne, les comédiens et les équipes techniques de la Schaubühne ont voté contre leur venue en France à cause du niveau de contamination. Ils devaient présenter Richard III de Shakespeare au Gémeaux à Sceaux. Alors pour ne pas perdre le contact avec son public, Thomas Ostermeyer, le metteur en scène et directeur du théâtre, et son acteur fétiche, Lars Heidinger, sont venus
pour une improvisation au plateau autour de Richard III. Vous venez d'en entendre un extrait de cette improvisation performance. Moi, j'y étais vendredi. 2 nouvelles dates encore ce week-end au Gémeaux de Sceaux. Je vous invite à y aller parce que c'est assez surprenant, étonnant d'assister à des moments comme celui-ci. C'est vraiment le théâtre en train de se faire, les coulisses d'un rôle. Et ça nous rappelle, Alexander Zeldin, quand même, que le théâtre, c'est justement aussi du spectacle vivant, avec tout ce que ça implique. Absolument, et je pense que le projet de Thomas est formidable parce que c'est quelqu'un qui comprend profondément dans sa chair, il cherche cette chose de rendre le théâtre, pas rendre, mais re-rendre le théâtre au présent, que ce soit le présent de la cité, de la vie, de ce qui se passe dans le monde, et il est constamment en train de chercher une forme pour ça, et il la trouve dans Shakespeare d'une manière complètement nouvelle. Alors c'est marrant parce que Shakespeare justement vient de chez vous. Là, j'ai pas précisé quand même que les instances représentatives de la Schaubühne ont voté contre la venue des artistes en France et que pour garder le lien avec le public, Thomas Ostermeyer est donc venu. Est-ce que vous, le Britannique, vous avez le sentiment de former quand même une forme de communauté avec des metteurs en scène comme Thomas Ostermeyer? Est-ce que vous êtes un artiste européen? Est-ce qu'il y a pour vous un théâtre européen, une culture commune? Ça veut dire quelque chose? Je crois que l'idée de l'Europe est pour moi essentielle, et elle ne trouvera son renouveau que lorsque l'on cherche à agrandir et renouveler l'idée de ce que c'est l'Europe. Je suis très fier d'être au théâtre de l'Europe, à l'Odéon, d'être un artiste associé de ce théâtre en tant qu'anglais. Je ne pense pas que ça va vous étonner si je vous dis que je trouve que le Brexit est une erreur profonde et qui a créé un climat très difficile en Angleterre. Mais oui, bien sûr, je m'identifie à ça, mais moi je pense qu'on doit trouver des nouvelles idées de ce que c'est la nation, de ce que c'est l'identité nationale. Nous devons changer ça et trouver une idée qui est plus en profonde écoute à l'histoire de nos pays, qui est violente et qui n'est pas inclusive. Donc nous devons réinventer ce que c'est cette belle idée de l'Europe, qui, ne l'oublions pas. J'étais à une école européenne dans mon enfance, voilà, je connais bien. Et ça passe par le partage des langues, et soulignons justement que vous, le metteur en scène britannique, êtes artiste associé dans un théâtre français aujourd'hui, et que votre pièce va se jouer en français, que vous allez la diriger en français. Merci beaucoup à vous, Alexander Zeldin, d'être venu autour de cette grande table culture. Merci beaucoup.